Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la 5ème de couve, le podcast de débat autour du manga. Aujourd'hui nous allons plonger dans l'univers de deux figures emblématiques du manga policier, Sherlock Holmes et Arsène Lupin. Ces deux personnages ont marqué l'histoire de la littérature européenne et ils ont également été adaptés en manga de manière remarquée et surtout de bien des manières. Nous allons donc explorer comment les mangaka ont réussi à transposer des enquêtes passionnantes et des personnages passionnants dans le monde du manga tout en y apportant leur propre touche créative et surtout en changeant tout et en créant eux-mêmes leur propre figure. Conan par exemple Conan ou même elle dans Death Note. Enfin, là il y a matière. Parce que bien souvent ce sont des personnages avec qui il peut être facile de jouer l'enquêteur virtuose, mais encore faut-il que ça soit fait avec un tout petit peu de talent, tu vois. Moi je pense évidemment au Sherlock Holmes de Miyazaki, mais voilà, il y en a plein auxquels on peut penser quoi. Et pas forcément que dans le manga d'ailleurs. Ah bah de toute façon en termes de Sherlock, il y a évidemment le Sherlock de la BBC qui était assez ouf. Ah bah on va en parler dans quelques instants. Moi, oui, bien sûr. En termes d'enquêteur, je vais sortir mon petit plaid, je vais prendre une petite tasse. Oula, d'Eric, non. Et je vais invoquer Monk de la série TV Monk. Je sais pas, je l'ai toujours adoré cette série alors que d'habitude les séries policières, vu qu'elles ont un format assez répétitif, j'ai tendance à vite m'ennuyer, mais Monk, je sais pas, j'adorais le perso. Et puis mon père qui était pas du tout ciné ou série, il adorait cette série. Donc c'était un peu notre moment, tu vois, tous les deux. C'est encore notre moment, sauf que je regarde plus trop Monk. Mais ouais, voilà, petite dédicace à Monk. On a tous des tocs, mon pote. Reste fort. Ça c'est vrai qu'on en a tous. T'en as un toi ? En fait je me disais quand même que en France on a quand même une bonne culture de l'enquête quoi. Enfin bon, Arsène Lupin ok, mais t'as quand même Simon avec tous les Maigret, t'as Louis la Brocante. Louis la Brocante peut-être pas, je pensais plutôt à Nestor Burma qui a été aussi, oui, ça marche aussi ouais. C'était plutôt sympa. Oui, il fait des enquêtes hein. Oui c'est vrai et en fait ouais, Colombo, je pense que ça parle à tout le monde. Puis les courses de voiture dans Derrick. Ouais. Non, ça, c'est un truc qu'on a avec ce vu filtre depuis Lupin 3, on n'avait pas vu des aussi belles courses quoi. Non mais Colombo, c'est vrai que ça reste quand même même en revoyant des épisodes maintenant, putain mais ça marche tellement bien. Mais oui. Ça marchait parce qu'on te donnait la réponse dès le début, c'était le comment, on te spoilait. C'est le premier spoiler, tu vois. Et d'ailleurs, j'en profite, il y a la chaîne qui s'appelle Les Chroniques du Mea. Il fait des analyses d'épisodes de Colombo, c'est passionnant et tu te rends compte que dans cette série en fait il y a des réalisateurs de ouf qui sont passés, des acteurs très jeunes encore, donc n'hésitez pas à aller regarder sa chaîne, elle est très instructive. Allez, prenez votre loupe, votre calepin et votre chapeau, parce que tous les enquêteurs comme ça un peu stylés ont un chapeau cool. Car on vous présente les Sherlock et les Lupin du manga, c'est parti pour la 5ème de couve. On ne pousse pas s'il vous plaît, on ne pousse pas, c'est inutile, le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires. Moi, je crois que je pourrais être un très bon ninja. À quoi vous jouez? L'heure est grave, c'est pas le moment de faire les guignols. Mais on n'a rien d'autre à faire, on peut pas sortir. On va leur faire notre attaque secrète, l'attaque de la Tour Eiffel, ils vont rien comprendre. Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, quoi, qui sont terribles. Oh, les bâtards! Oh, this you crazy mother... Vous écoutez la 5ème de couve, le seul podcast où l'on peut disséquer, dépecer, charcuter et aimer les mangas avec des virtuoses de la cambriole, du larcin et de la résolution d'enquête. Pour ça, les Miss Marple et les Hercule Poirot du manga sont là. Salut Julie, salut Cagnard. Salut. Alors qui est Miss Marple, qui est Hercule Poirot? C'est lui, Miss Marple. Ça pour son chapeau. Mon chapeau. Toutes les infos et toutes les photos, non pas de photos en fait finalement, de Cagnard et de Julie sont sur la 5ème de couve.fr ou sur les réseaux sociaux. Si de temps en temps on peut peut-être apercevoir un tout petit bout d'épaule. Petit bout de fesses. De fesses, c'est sûr. Bah vu que j'enregistre tout nu, oui. Oui, c'est un petit orteil quoi sur Instagram. Allez-y, la 5ème de couve et puis sur tous les réseaux sociaux, chaque like, chaque commentaire, chaque petit mot, petit je sais pas comment on appelle ça pour Instagram. Retweet. Ouais, voilà. Bref, chaque truc compte. Voilà. Et j'annonce officiellement qu'à 10 000 likes sur cette émission, je montre un bout de fesse. Alors, voilà. 10 000 likes de quoi? Je sais pas. Ah oui, justement, tout confondu. faut rester vague. Ok, très bien. Comme ça, on peut. C'est comme ça qu'on monte une vraie arnaque, en restant vague. Je montre un bout de fesse, voilà. Alors là, on n'est pas sur les arnaqueurs, mais on est sur. Alors oui, ils ont un tout petit peu un petit côté d'arnaque, mais on est vraiment sur les maîtres de la résolution de mystères. Peut-être du côté du... Je sais pas en fait de quel côté, parce que finalement ils résolvent des choses pour eux-mêmes, mais
pour le bien, mais ce ne sont pas forcément des bons personnages dans le sens un peu général du terme. C'est très compliqué parce que Sherlock Holmes, Arsène Lupin, ils ont des côtés très mauvais et à la fois... Ils ont une échelle de valeur très personnelle. Et c'est ça qui fait aussi qu'on les apprécie autant. On va commencer dans cette émission par vous parler d'Arsène Lupin. Arsène Lupin, le manga, et Arsène Lupin tout court en fait. Arsène Lupin, c'est donc les péripéties du fameux voleur qui ont captivé des millions de lecteurs à travers la planète. Au programme des histoires d'Arsène Lupin sont des enquêtes, des mystères, des intrigues, à se torturer le cerveau, à en choper des frissons. Et donc, dans le manga Arsène Lupin qui a été réédité l'année dernière aux éditions Kurokawa, c'est vraiment une série fidèle à l'univers créé par Maurice Leblanc. On se fait transporter dans le Paris de la belle époque au début du XXe siècle. L'ambiance est curieusement très bonne pour un manga écrit au Japon sur le Paris de 1900. Alors qu'on est dans un format où c'est assez piégeux, hein, et on y retrouve toute la magie du personnage avec son charme, avec ses talents et les aventures mystérieuses qui ont donc assuré son succès international. Et c'est au rendez-vous parce que je vais dire au rendez-vous AUX, que ça se lit pas forcément dès le tome 1. Il y a plein de rendez-vous dans le manga Arsène Lupin, puisque même s'il y a une tomaison standard, ce sont des récits différents. Oui. Souvent, ce qui sont souvent les plus forts, mais voilà, des récits différents de Maurice Leblanc qui ont été adaptés. Donc il y a un sens à cet ordre. C'est pas non plus totalement illogique. Non. Mais voilà, vous pouvez aussi sauter sur l'histoire qui vous branche le plus et pas forcément commencer au tome 1. Et ça, c'est important de le savoir et d'en avoir conscience quand on est un lecteur habitué au manga. Juste un petit point sur l'auteur, il s'appelle Takashi Morita. Et bonne nouvelle, on a passé avec Julie 45 minutes avec lui dans un café parisien du côté de Saint-Germain-des-Prés. Voilà, on vous dit tout. Et on vous prépare un montage pour la semaine prochaine normalement. Et voilà, on a parlé avec lui d'Arsène Lupin, bien sûr, mais aussi de sa façon de travailler. On a parlé de la France, on a même parlé d'intelligence artificielle, quoi. C'était très intéressant. Ces discussions vraiment sympas. On a parlé de Google Maps, quoi. Donc voilà, pour ça rendez-vous donc la semaine prochaine. Mais voilà, Arsène Lupin, donc le manga aux éditions Kurokawa, c'est marrant parce que voilà, à la base Arsène Lupin c'est né d'une commande. En France, hein, le personnage d'Arsène Lupin est né d'une commande, d'une discussion entre Maurice Leblanc et son éditeur Pierre Lafitte, avec un format imposé, faire une nouvelle de 15 pages qui est un système assez similaire à la création de manga. C'est parce que... Comment dire, faut se recontextualiser, quoi. Ouais. Ils n'avaient pas la télé, ils n'avaient pas la radio, et ils avaient des feuilletons. Donc c'était une façon aussi de garder son lectorat, de rendre fidèle une partie du public, que d'avoir des épisodes qui s'enchaînaient. Je ne sais pas si c'est tous les jours, toutes les semaines... Ça dépendait du journal dans lequel c'était publié aussi. Mais ce qui est assez marrant, c'est qu'au final, tu peux faire un parallèle avec la publication japonaise du Jump, où vraiment à la fin de ton chapitre, faut quand même que tu mettes un twist, un cliffhanger en tout cas pour que les gens reviennent. Et c'est marrant qu'à l'époque, ils avaient cette méthode de fabrication des récits qui donne l'impression que tu réfléchis que au court terme, c'est-à-dire que dans la semaine ou dans le mois, il faut que tu fournisses cette histoire. Mais par contre, c'est une méthodologie qu'on applique encore maintenant au sein du Jump et des autres magazines japonais, quoi. Mais qu'on n'applique plus forcément en France, à part sur des trucs un peu plus... alors, je veux pas... bas de gamme dans le sens où c'est plus populaire. Par exemple, il y a les séries comme... séries télé, comme Plus belle la vie, alors qu'on a quand même des moyens qu'on considérable par rapport à une nouvelle. Mais effectivement, on est dans ce truc du... Alors là, c'était quotidien, donc c'est encore plus exigeant. Ouais. Mais effectivement, on n'a plus d'histoire à enjeu en Europe avec une publication comme ça aussi serrée. Non, pas comme ça. Alors ça existe encore. Il y en a encore des magazines de recueil de littérature, mais tu tomberas plus facilement là-dessus. Je pense à Bifrost pour tout ce qui est littérature de l'imaginaire, où tu peux avoir des récits qui se suivent, parfois entre les numéros, mais on va plus être sur du one shot. Après, faut aller creuser, faut vraiment les creuser en presse pour trouver ce côté sériel. Moi, je pense qu'on l'a plus trop en France. Après, ça se fait peut-être d'une autre façon, via des blogs, via des... Oui, bien sûr. Le webtoon, quelque part, c'est une forme aussi. C'est ça. Et puis, souvenez-vous, alors ça a disparu, non, ça n'a pas totalement disparu, mais l'arrivée des blogs BD,
Ouais, à une époque, Wow. on parle de ça il y a 15 piges, mais l'arrivée des blogs BD, il y avait vraiment une espèce de quotidienneté ou comme de temporalité qui était quand même ça, très, très feuilletonnante, qui ressemblait à ces nouvelles-là, qui ressemble à ce que fait le manga aujourd'hui et ce qui a fait le succès du manga pendant longtemps. Et c'est ça, voilà, qui a fait, et c'est le point commun entre Arsène Lupin, l'histoire originale telle qu'elle a été créée, et Arsène Lupin, le manga qui lui aussi a été créé voilà, dans une autre époque en plus, par un auteur qui est tombé complètement fou amoureux très jeune des histoires de Arsène Lupin. D'abord des versions un peu raccourcies, et puis ensuite, plus tard au lycée, qui est tombé amoureux des histoires d'Arsène Lupin, les vraies histoires traduites en japonais, avec des histoires toujours très rocambolesques, très, très farfelues par moments, et ça se prête, je trouve, beaucoup au manga. Quand on se retrouve avec, dans une même histoire, Jules César et un sous-marin, je pense que... Ouais, non mais même, je me dis que Dan Brown, Indiana Jones et Nicolas Cage, alias Monsieur Gates, valide à 100% ce genre d'histoire, tu vois. Oui, c'est arrivé. On confirme. On est là, ouais, c'est bon, ça c'est validé. Mais non, mais voilà, ça s'inscrit dans ce genre dans ce genre de licence, quoi. Bah oui, mais c'est la magie du feuilleton, quoi. Enfin, je veux dire, il fallait que ça soit toujours plus incroyable, que ça prenne les gens de court, que t'aies pas le temps d'imaginer, ou alors le temps que t'avais, où le lecteur devait imaginer la suite, bah, il fallait que tous ces espoirs soient soufflés à la lecture du prochain épisode. Donc forcément, tu vas chercher dans des histoires incroyables. Et c'est vrai que le fait d'être en France avec un patrimoine historique quand même très conséquent, t'as beaucoup de choses à dire. Et ce côté rocambolesque, de toute façon, je pense qu'il vient du principe même de Lupin, qui reste un voleur. C'est donc un récit que moi je rapproche beaucoup du récit de Cass. Et je sais pas si tu te souviens, à l'époque, Max, on avait fait une émission sur les Cass en manga. Ah, écoutez, absolument. C'était une très bonne mauvaise émission, on va dire. Dans tout ce qui touche au Cass, t'as forcément un côté twist à un moment. Déjà, t'as l'annonce du plan, ce qui va se passer, le truc qui va pas, et le truc qu'avait prévu le héros qui n'allait pas se passer. Du coup, forcément, le style... Le style du vol, on va dire tout simplement, on va même pas dire du casse, du vol, ça va avec ce côté rocambolesque, parce que si c'est un plan qui fonctionne ouais, en soi, ça peut tenir une partie du récit, mais pas tout le récit. Il faut qu'il y ait un moment un truc qui cloche, quoi. Après, c'est la différence aussi, c'est que Arsène Lupin, c'est un enquêteur cambrioleur. Ouais. Il résout des mystères, mais c'est pas un policier. Ah mais non. Et ni même un détective privé. Enfin, il est pas dans la famille. Il est intelligent. Cop, quoi. Oui, non, voilà. On pourrait affilier ça un petit peu à du polar hardboil, parce que le polar hardboil, c'est toujours un flic, mais qui a des méthodes très douteuses, voire qui va utiliser la violence et tout. Sauf que là, c'est encore différent. C'est un voleur-inspecteur, tu vois. Oui, et puis dans le hardboil, effectivement, il y a un côté un peu... le personnage principal, ça doit être un alcoolique un peu barbu. C'est ça. À la morale discutable. Il a une morale discutable. Il a une morale discutable, mais il est beau, il est fort, il est malin, il est séduisant. Et il ne cautionne pas du tout le meurtre. Non. C'est et ça, il vole aux riches. Oui, et il y a un petit côté Robin. Et encore, et il est pas figé dans un seul trait de caractère. Il évolue beaucoup. Oui. C'est ça aussi qui est fort, c'est qu'il a beaucoup évolué au fil du temps. Et dans le manga, c'est là où la tomaison prend un petit peu de son sens, puisqu'on va dans ce sens d'évolution du personnage. On part du commencement de son existence littéraire où Lupin, même au tout début, partageait des idées anarchistes comme Maurice Leblanc, comme son créateur. Et en vieillissant, ça s'est un tout petit peu détaché. Ouais, légèrement, tu m'étonnes. Et même ça, finalement, on le ressent. Alors, il a pas forcément mis de la politique, parce qu'il a pas la même... il n'a pas le même type de conscience de ce Paris et de cette France du début du XXe siècle que nous on a eu, mais il s'est énormément documenté et on retrouve, et en tant que fan de Lupin, l'auteur Takashi Morita, il met vraiment aussi de sa vision de Lupin et de son amour de Lupin dans ce personnage. Je trouve ça assez fort et assez difficile à faire en plus. Ouais, complètement. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'aussi on peut en mettre en parallèle, on va dire, le regain de popularité du personnage de Lupin, notamment en France avec la série d'Omar Sy.
Enfin, et pas qu'en France, à l'international. Voilà, et ça a cartonné, marché effectivement au-delà de leurs espoirs, je pense. Et c'est marrant parce que, pour moi, Arsène Lupin, il fait partie de ces personnages donc, qui sont très ancrés finalement dans l'inconscient collectif français, mais qui ont fait vraiment profil bas pendant plusieurs années parce que c'était devenu un peu désuet. 1900, ça fait loin quand même pour nous. Et il y a eu beaucoup de choses dans Arsène Lupin parce que personnellement, moi, je me souviens de certaines histoires et elles sont pas encore retranscrites dans le manga parce que l'auteur Morita il a choisi de vraiment faire chronologiquement toutes les histoires les unes après les autres. Et moi, je me souviens surtout d'une période de 1916, je crois, quelque chose comme ça. C'est l'île aux 30 cercueils, les 8 coups de l'horloge, c'est des choses beaucoup plus... Toute la partie post-Première Guerre mondiale. Voilà, exactement. Et en fait, c'est pas du tout le même personnage en fait, que tu vois dans l'Aiguille creuse, qui est en train d'être publié, sous format manga, je veux dire. Et c'est intéressant de voir comment il regagne en fait de la popularité auprès d'un public qui, je pense, n'a sans doute pas lu les livres, les romans. Il y a eu un gros écart quand même avant que ça revienne, et c'est vrai que c'est un peu dommage parce que c'est une figure française qui est hyper connue, mais on l'a vraiment laissé de côté pendant très longtemps. Et du coup, maintenant, ce qui est marrant dans ce que tu dis, Lully, c'est que moi, ça me fait penser aux interprétations des personnages de comics. Ça dépend de l'auteur qui s'en occupe, en fait. Et effectivement, si tu prends le Lupin de Netflix, on est sur un récit d'action. C'est Louis Leterrier qui réalise ça, donc on est sur un truc très action, et finalement dans le manga c'est pas du tout la même ambiance qui se dégage de ça. Tu vois qu'on est beaucoup plus dans l'ambiance d'une enquête, voire on est limite dans du Agatha Christie un petit peu. Oui, c'est vrai. Et ça prouve, en fait, ça prouve la bonne forme d'un personnage, d'une figure iconique. Quand tu peux avoir différentes interprétations du même personnage par différents auteurs, ça prouve qu'elle vit à travers les années. Alors que Lupin, au contraire, il a été mis au chaume-du pendant un petit moment. Il y avait eu une série dans les années 70 de Georges Descrières qui avait beaucoup marqué le public parce que les années 70, on était au début de la popularisation de la télévision en France, donc forcément Arsène Lupin, ça faisait partie des premiers personnages qui avaient envie d'être adaptés à la télévision, et ça avait été très adapté. Oui. Et ça avait aussi imposé un truc sur toute une génération en plus, quoi. C'est pareil avec les Japonais. Enfin, je veux dire, le lectorat, ils connaissent peut-être pas Arsène Lupin de Maurice Leblanc, mais ils connaissent Lupin the Third. Enfin, mais Lupin Sensei. Pendant ce temps d'écart, il a plus vécu au Japon qu'en France, j'ai l'impression. Oui, mais Lupin Sensei, c'est Lupin the Third, donc c'est le petit-fils. De Arsène Lupin. Et c'est fou parce que donc, il a été créé dans les années 70 par Monkey Punch, et il a eu une longévité. Enfin, en tout cas, au Japon, il y a tout le monde connaît Lupin, tout le monde connaît le générique de Lupin, tout le monde il suffit que tu mettes le logo ou juste les couleurs emblématiques, cravate jaune, veste rouge ou verte, et tout le monde sait de qui on parle, quoi. Et il y a une espèce de glamour aussi qui est pas du tout le même autour de ce personnage qui s'est créé, et je pense qu'il y a peut-être eu une partie des fans qui se sont dit ah ouais, Arsène Lupin, la France, et qui sont un petit peu intéressés aux origines de ce personnage-là, mais au final il s'est fait quand même un peu écrasé par la notoriété du personnage créé par Monkey Punch. C'est ça c'est l'autre Lupin ultra célèbre dans le monde, Lupin 3, Lupin the Third, techniquement, donc c'est ce que tu disais, le petit-fils de Arsène Lupin, un peu façon Jotaro Kujo, tu sais, avec un des deux parents qui est japonais, et puis voilà. Non, mais il y a une vraie raison à ça, c'est qu'il s'était pas embêté avec les droits d'auteur, et donc forcément il a été un petit peu bloqué, donc il a dû tourner autour. Ce qui a bloqué aussi l'adaptation en France. C'est pour ça qu'en France ça s'est appelé, quand ça arrive en dessin animé à l'époque, Edgar de la Cambriole. Ouais. Et les droits sont tombés en 2012 2012, ouais, c'est ça. Ouais. Et donc le personnage culte créé par Monkey Punch est arrivé enfin en France pour la première fois en manga. Ça, c'était en 2021, dans un recueil d'histoires du voleur, avec lui les personnages historiques de l'œuvre, l'ancien tueur à gages, le samouraï moderne, ses ennemis, son rival, l'inspecteur qui tente de l'arrêter. Fujiko, voilà, c'est ça. Et voilà. Et même si c'est daté, c'est vrai que j'y vois une certaine temporalité grâce à un trait
ultra particulier de c'est les années Monkey 70. Punch. Ouais, voilà. Non mais faut vraiment ouvrir le recueil, ça va attiser votre curiosité. Je dis pas que vous allez aimer, je dis que ça va attiser votre curiosité et que vous allez avoir envie de tourner quelques pages. Parce qu'il y a un petit côté pulp, un petit côté glam, mais façon Monkey Punch, quoi. C'est pas commun. Non, et puis, c'est reconnaissable, mais moi, comme je disais tout à l'heure, la popularité, je pense, de Lupin, c'est vraiment passé par le média animé, le dessin animé. Il y a tout de suite eu des déclinaisons en séries télé des années 70, 73 ou 78. Et après, il n'a pas arrêté. C'est-à-dire qu'il y avait un rendez-vous presque annuel du grand film d'animation qui passait à la télé, qui était un rendez-vous familial, alors que les histoires ne sont pas familiales du tout. Enfin, je veux dire, il y a des meufs à poil, il y a des gens qui se tirent dessus, il y a des histoires de drogue, d'argent sale, enfin bon, bref. Mais il y a le côté James Bond qui faisait loi dans les années 80-90 et qui marchait à fond parce que, voilà, il y avait cette espèce de, comme on disait, glamour, du personnage qui a pas trop de valeur, qui est toujours roublard, qui arrive à toujours attirer les bonnes grâces il s'en tire toujours finalement. Donc il y a ce côté très joyeux de Lupin. T'as quelques films au Japon comme ça qui sortent une fois par an. Alors maintenant c'est plutôt tous les 2-3 ans, mais tu sais justement il y a une ronde. T'as le film Lupin. Oui. T'as le film Doraemon et t'as le film Détective Conan. Et t'as une espèce de rythmique complètement. comme ça. Et puis en plus, il faut dire qu'il était quand même porté par une voix emblématique de Yasuo Yamada, qui l'a doublé, je pense, jusqu'à sa mort. Et c'était la voix de Lupin. Tout le monde savait la reconnaître. Et c'était tellement particulier. Mais moi, je trouve aussi, ça montre à quel point le personnage de Maurice Leblanc, tu vois, il y a une plasticité du personnage et c'est ça qui a permis que le Lupin the Third ait autant de pistes à explorer, quoi, parce que d'une histoire à l'autre, tu te retrouves avec des enquêtes, du thriller, des aventures. C'était toujours varié, ça pouvait être très drôle, comme ça pouvait devenir très dramatique. Et c'était un divertissement très, très, très pur. Mais en même temps, c'est vrai qu'il était quand même moins gentleman que voleur, en tout cas. Et puis beaucoup plus porté sur la chose. Je pense que les années 70 aidant, ils se sont dit, allez, on va mettre un peu plus de minettes à poil que dans l'original, quoi. Donc voilà, on a passé 15 minutes sur Lupin. Il y a donc le deuxième personnage que vous avez dans le titre de cette émission qui est Sherlock, puisque d'un côté donc on a Lupin. Lupin, c'est l'intuition, l'élégance, le style, la confiance en soi, évidemment, un peu frugal anarchiste, la confiance en soi. Ouais. Il l'apprend. Et puis à l'inverse, il y a donc Sherlock. Sherlock, c'est presque, je l'appellerais aujourd'hui comme une IA un peu folle, une intelligence artificielle, un chat GPT version humaine, tu sais. Non, mais il est peut-être un peu Asperger sur les bords. Et puis il a beaucoup plus raison que chat GPT qui se trompe beaucoup. Même si donc il est quand même mécanique, parfois dangereux, impassible. Voilà, c'est presque un France versus Angleterre, tu vois, c'est le crunch. Complètement. D'ailleurs, il est dans les bouquins originaux. Bien sûr, mais il n'avait pas eu le droit. Voilà, il n'avait pas eu le droit de l'appeler Sherlock Holmes, donc il l'a appelé Sherlock Holmes. Mais effectivement, Conan Doyle avait fait Holmes avant Lupin. Avant Marvel. Et avant Marvel, et avant plein de trucs, et avant Doctor Strange. Et donc on est arrivé à Sherlock. Sherlock qui existe donc en manga de bien des manières, mais notamment un manga écrit et dessiné par par Gatiss et Moffat, qui ont fait également la série, des grands noms de la série télé, puisque c'est l'adaptation case à case et mot à mot de la série télé Sherlock, qui existe en manga, qui a été dessiné par un auteur qui s'appelle Jay, édité au Japon par les éditions Kadokawa, Kurokawa en France, comme Arsène Lupin. Ils ont vraiment un truc avec les mystères. Et donc c'est l'adaptation de plusieurs épisodes de la série télé en 5 volumes. À noter même qu'il existe une version japonais-anglais au Japon. Ouais. En France, nous on a la version avec les dialogues dans les bulles. Au Japon, ils ont une version avec les dialogues dans les deux langues. C'est pour apprendre l'anglais, c'est la méthode assimile, mais avec Sherlock Holmes. Ah bah oui. C'est pas mal. Mais voilà, non, je trouve ça marrant qu'au Japon ils aient fait une version bilingue. Je sais pas, en plus j'ai pas réussi à avoir de page, mais je sais pas comment ça
ça s'articule visuellement parlant. Ah, oui. Je sais pas s'ils font une page, parce que du coup ça casse la narration si tu fais 2 pages. Donc t'es obligé de faire des doubles bulles ou écrire plus petit, je sais pas. Ouais, ce que je voulais dire, soit mettre plus petit dans les bulles et tu mets les 2 textes, mais je vois pas comment ils feraient. Mais il faut peut-être un format un peu plus grand. Ouais. Je sais pas. Et en couleur. Enfin, ça a l'air nul. Pourquoi apprendre l'anglais comme ça? Non mais Ouvre un bouquin d'Apple Pie, fais pas chier. Non mais si, c'est logique dans le sens où j'ai 50 ans. Salut. tu regardes. C'est logique dans le sens où tu regardes la série télé. Et comme Sherlock est presque un copier-coller de la série télé, tu retrouves tes dialogues et donc tu as un support pour tes dialogues. Ah, tu penses que c'est plus ou moins pour entendre de l'anglais dans ta tête, un peu retrouver les dialogues. Il y a un côté, tu regardes en VOST, quoi. Ouais. Oui, parce qu'en plus, c'était une adaptation qui était très intelligente parce qu'elle était très contemporaine. Et donc, il y avait tout le déploiement des réseaux sociaux. Tu le vois échanger via Twitter. Il y a toujours des messages qui apparaissent à l'écran, etc. Très SMS, très texto. Ah ouais, très Twitter, tout ça. Pardon. Et encore, ça date, je veux dire. C'était l'utilisation des réseaux sociaux, mais d'il y a quelques années. Mais je sais qu'on avait fait une émission dessus. C'était il y a très longtemps. Mais bon, j'ai envie de te dire Sherlock Holmes quand même. Est-ce qu'il faut encore le présenter, quoi? Et puis Sherlock par Benedict Cumberbatch, évidemment. Ça reste Sherlock, personnage qui a été réinterprété 1000 fois, mais là je trouve c'est vrai que là c'est ce Sherlock Holmes de Cumberbatch. Il est assez unique, il a marqué le monde, voilà. Et ça a fait un manga international tout de suite, un manga qui adapte une série télé anglaise, tu vois, c'est pas commun non plus. Non, ça pue le travail de commande, mais en même temps, c'est du plan par plan, c'est du épisode par épisode, donc je sais pas où est l'intérêt de lire ça. Moi j'avais lu le tome 1 et je m'étais dit je préfère la série, tu vois, je sais pas. Et alors on est d'accord, l'histoire de ce truc, de ce que j'ai lu, ça serait un assistant éditeur qui aurait motivé son responsable pour se lancer dans un tel projet avec tel dessinateur, et en même temps je suis sûr que c'est un projet rentable, je pense. Je pense bien. Et puis vu en plus ils avaient fait un gros lancement Kurokawa à la sortie de Sherlock, c'était pas un énorme lancement, mais ils avaient communiqué quand même. Oui, et encore une fois, je suis d'accord avec toi, je préfère regarder la série, mais le manga est plutôt chouette en fait. Il est chouette. Si tu connais pas, si tu n'as jamais vu la série, en fait ça envoie. Si t'as jamais vu la série, effectivement. Mais si t'as jamais vu la série, je te conseille de regarder la série. Et c'est toujours ça qui est difficile dans mais en tout cas, c'est honnête. Comme adaptation, c'est très honnête. Ça a pas trahi le matériel de base. Les persos sont très ressemblants, ce qui est quand même très difficile à faire. On parle d'êtres humains et de personnages de manga, c'est quand même deux choses qui n'ont rien à voir, que ce soit dans les proportions ou autre. Là, je trouve qu'il a réussi à avoir un rendu réaliste qui fait que limite, parfois, j'ai l'impression de plus voir de la BD que de voir du manga, tu vois. C'est vrai. Mais c'est peut-être aussi sur la forme des visages qui fait ça, tu vois, qui est plus carré, du coup ça me fait plus penser à une espèce de version upgrade de Urasawa, tu sais. Non, alors peut-être pas upgrade non plus. Oui, non, je vais. Ouais, mais parce je sais pas comment dire, parce que plus précise, en plus gros plan, enfin, je sais pas. Mais il y a beaucoup de cases dans une page de Sherlock. Je trouve qu'il y a beaucoup de cases parce qu'il se passe beaucoup de choses et qu'il faut tout faire. Il y avait beaucoup de dialogues dans la série pour un épisode. C'est vrai. Mais je me suis pas amusé à faire le compte de est-ce qu'ils ont enlevé des bouts de dialogue pour amuse-toi à faire la même chose avec Death Note, tu vois. Entre l'animé et le manga, qu'est-ce qu'ils ont fait? Et le livre audio. Qui est lui-même adapté de l'animé. Qui est lui-même adapté de l'animé du manga Sherlock, d'ailleurs. Bon, il y a aussi beaucoup de versions de manga, enfin de Sherlock en manga. Il y a plus même de Sherlock en manga que de Arsène Lupin en manga. Ça veut dire quoi? Ça veut dire deux choses, ça. C'est-à-dire qu'aucun n'a vraiment réussi à écraser la concurrence comme avec Lupin. Parce que Lupin 3 a tellement écrasé la concurrence que personne n'a voulu se lancer. C'est ça, personne n'a essayé. Dans ce sens-là. Alors que Sherlock... je me dis, les Anglais ont gagné. Ouais, les Anglais ont gagné très vite. Mais voilà, tout le monde plusieurs tentatives dans le manga se sont lancées sur du Sherlock. Et puis, les deux... Le personnage de Sherlock inspire peut-être plus les créateurs japonais que le personnage de Lupin. Il y a le côté iconique, la loupe, la casquette à rabat, la pipe. Bon, ça c'est vraiment très... si tu veux coller à Conan Doyle, quoi. Mais
Après, Après, c'est peut-être juste un problème de pays, hein. Ouais. Tu sais, de se dire, ils ont déjà un enquêteur en France, donc on va en prendre un en Angleterre, tu vois. Oui, mais pour pas pourquoi faire, ils sont doublon. plus nombreux à faire des mangas Sherlock que des mangas Arsène Lupin? Parce que qu'Arsène Sherlock est Lupin. plus connu. Oui, et puis Arsène Lupin, c'est le voleur. Enfin, c'est ça aussi. Je veux dire, l'autre, il est du côté de la justice, même s'il a des méthodes un peu limite, quoi. Mais c'est plus facile. Enfin, je pense que, tu vois, bon, après, on va en parler un peu plus en détail, mais il y a des séries quand même comme Détective Conan. Clairement, ils préfèrent être du côté des gentils enquêteurs que des méchants voleurs. Enfin, C'est clair que c'est plus facile à adapter d'être du côté des gentils de base plutôt que d'être sur la corde entre les deux. Ouais. Mais après, moi, je pense que c'est aussi que, comme je disais tout à l'heure, le personnage de Sherlock, il est... Enfin, comment dire, il offre une façade lisse. Tu le reconnais, tu le vois qu'il est assis dans son fauteuil, il y a Watson à côté, machin. Et puis en fait, dès que tu creuses un peu, ah putain, il prend de l'héroïne, ah putain, il joue du violon. Enfin, il y a des petits détails. Oh merde, il joue du violon, le gars. Oui, j'aimerais faire une casse des- pause dans cette émission. Est-ce que prendre de l'héroïne est au même niveau que jouer du violon? C'est juste pour qu'on soit un peu près au point. Tu peux prendre autant d'héroïne que tu veux, mais tu ne me ramènes pas un violon à la Le maison. crin-crin, c'est interdit. Non, Tu peux prendre du crack, de l'héroïne, j'en ai rien à mais foutre. pas le crin-crin. Un Stradivarius dans ma maison, oh putain. Mais bon, tout ça pour dire. Non, ce que je veux dire, c'est que. C'est-à-dire que l'image de Sherlock fait que c'est plus facile de l'emprunter et de le coller dans différentes situations, différentes époques. Et ensuite, tu grattes un peu et tu dis ah bah on va faire qu'il est accro à tel ou tel truc. Et puis un petit peu de misogynie, ça fait pas de mal. Et ça c'est vrai. Enfin, il y a ce parallèle qui est intéressant. Il y en a un qui est allergique aux femmes et l'autre qui est quand même connu pour être le cambrioleur charmeur, machin, à tel point que son petit-fils est un coureur de jupons. Mais c'est intéressant de voir toutes les différences en fait qu'il y a dans ces deux antagonistes. Oui, il y en a un qui est d'origine française et C'est pas vrai. l'autre. Je sais pas si ça a Ah là du sens là. dans la vision Sans qu'on doute. a. J'imagine mais- que tout le monde rêve d'adapter le chien de Baskerville. Tu vois, je sais pas, il y a peut-être un truc comme ça avec cette dimension un peu fantastique mythique, qu'il y a au début, de se dire on a plus de. Mais je vois pas comment on pourrait se dire. J'ai plus de liberté en adaptant Sherlock qu'en adaptant Arsène Lupin. Oui, Tu il y vois, avait j'ai- pas j'ai les du mal ayants droit. J'ai du mal à l'imaginer. Alors effectivement, il y avait une question d'ayant droit, mais non, en fait, je parle plus en termes de structure narrative, tu vois. Parce que Sherlock, tu sais que tu vas partir sur une enquête, alors que Arsène Lupin, tu vas devoir partir sur un vol, donc peut-être que. Ouais, il y a d'autres histoires après. Ouais, mais Ça enfin, tu vois, ouvre plein de portes. ça m'étonnerait que ça soit Oui, un dans l'imagerie argument, populaire, quoi, de dire ah bah non, ça fait chier, l'autre il vole, tu vois, c'est plus relou à écrire, je sais pas. ouais, non, mais ça c'est peut-être m'étonnerait que ça soit limité à ça. que il est entendu que Sherlock est un peu plus modelable. Et en fait, Peut-être, hein. je viens de penser à un truc très bête, mais en fait, je pense que les Anglais se sont juste mieux démerdés avec leurs figures populaires que nous, tout simplement. Et je vais parler d'un autre youtubeur Et de deux youtubeurs. qui s'appelle Bolchegeek, qui a fait une vidéo Ah, oui. pour le journal de l'UMA sur les grandes figures de la pop culture française. Et justement, il posait ce problème-là de on ne fait pas grand-chose de nos figures iconiques. Lui, c'était dans le cadre des Trois Mousquetaires, Ah. mais Arsène Lupin, tu vois, c'est aussi, je pense, un bon exemple de, comme Julie disait, au Japon, le bordel cartonnait, alors qu'en France, on n'entendait plus du tout parler d'Arsène Lupin. Parce que je pense qu'on a on sait pas très bien faire vivre nos licences, peut-être tellement elles sont grosses et impressionnantes, on n'ose pas s'y attaquer, tu vois, peut-être tout simplement. Ouais. Arsène Lupin, de toute façon, tu vas dans la rue, tu fais un micro-trottoir, tu demandes aux gens, il y aura toujours beaucoup plus de gens qui connaîtront Sherlock Holmes que Arsène Lupin. Ouais. Et pas que en France, je veux dire. Non, c'est vrai. Mais c'est intéressant. Bah, il y a quelque chose à gratter là. Oui, à je pense que creuser. c'est vraiment genre une mauvaise gestion de nos licences, quoi, de nos marques. Oh là là, faut se bouger là. Allez, allez. Tu vois, même si on reprend les Trois Mousquetaires là, Ouais, qui à vient ce de sortir moment, au ouais. cinéma, ouais, mais ça faisait combien de temps qu'il n'y avait rien eu
sur les Trois Mousquetaires. Les Américains ont fait des films sur D'Artagnan. Et nous, on a complètement lâché l'affaire. On a dit, oh non, attends, c'est les capes, les épées. Non, mais imagine, tu vois, même sur l'histoire de Paris, par exemple. Oui, bien sûr. Avec l'arrivée qu'on raconte des Vikings par la Seine sur Paris et le fait qu'une femme puisse prendre un petit peu la direction et lutter contre cette invasion de Vikings. Rien que ce genre de petites histoires de Paris, à Hollywood, ça aurait fait déjà 17 films. Mais bien sûr, bien sûr. Et tout le monde connaîtrait son nom et pas que son statut sur un pont à Paris, quoi. On a un folklore qui est énorme en France et c'est vrai qu'on a peut-être tendance à un peu l'oublier pour regarder ce qui se passe dans les autres pays et tout, et ça c'est quelque chose qu'il faudrait qu'on améliore au final. Bon, on dérive. Pardon. On a Louis la Brocante, effectivement, et peut-être France Télévisions qui cartonne un peu trop. Sherlock. J'ai fait une mini liste des Sherlock. On a donc Sherlock par Jay aux éditions Kurokawa. On a Sherlock Holmes par Ishikawa, ancien assistant de Ishinomori. Donc grande époque du manga, la villa où ils étaient tous à faire que du manga 24 heures sur 24, tout ça. La villa des mangaka. Ouais, on dirait un concept de télé-réalité là. Oui, sauf qu'il n'y avait pas de caméra, mais c'était encore pire. Et donc celui-ci qui est aux éditions Isan Manga, on a les enquêtes de Sherlock Holmes dans les classiques du manga chez Nobinobi. À noter qu'il existe aussi un Arsène Lupin en classique du manga chez Nobinobi. Eux ils sont égalitaires. Qui, si je ne dis pas de bêtises, si je ne dis pas trop de bêtises, reprend un petit peu plus en partie les histoires qu'on retrouve dans la série télé. D'accord. Okay. Ouais, ils ont visé plus précisément. Exactement, ils ont fait un headshot. Il y a Moi Sherlock, une version futuriste SF. Dessiné par Takata, le dessinateur de Bucket List of the Dead. J'avais beaucoup aimé ce manga. 3 tomes qui étaient sortis au milieu de l'été. Ouais, non, au milieu de l'hiver, en mois de décembre, dans un anonymat total post-Covid. Je sais pas pourquoi il l'avait acheté, fallait qu'il le sorte, j'en sais rien. Et puis il y a donc évidemment le Sherlock Holmes dérivé de la série télé de Miyazaki qui vient de sortir en manga, en one shot, chez Black Box, une histoire à part. Qui existe aussi, et donc c'est vraiment le trait avec les humains anthropomorphes, tout ça. Non, les humains, les animaux. Les animaux, pardon. Les humains anthropomorphes. Il a vu trop de bucket list. J'ai eu une idée bizarre dans ma tête. Ah non. T'as oublié City Hall. Il n'y a pas Sherlock Holmes dedans. Il n'y a pas Sherlock Holmes, mais il y a Arthur Conan Doyle. Et dans City Hall, il y a beaucoup d'autres personnages, mais c'est des gens qui existent pour de vrai. Des vraies figures littéraires ou qui ont existé. Comme dans Bungo Stray Dogs, dont on parlera tout à l'heure, mais avant ça, il faut qu'on vous parle donc du manga référence au Japon, quand on parle d'enquêteurs virtuoses ou de personnes capables de résoudre des mystères et qui est quand même complètement fou, c'est Détective Conan. Le nom est connu, le nom est connu, Détective Conan, pour la longévité, parce que les films, parce que donc cette longévité, parce que le succès mondial tout simplement, mais tout le monde sait pas exactement de quoi il est question dans Détective Conan, tout le monde sait pas forcément jeter dessus, c'est même si tu vois le nom et tout, tu fais mais si, je connais genre, mais pas du tout. Donc si vous êtes à la recherche d'une série qui est pleine de mystères, vous pouvez aimer Détective Conan. L'histoire, elle se déroule au Japon. On suit Shinichi Kudo, un détective lycéen qui, après avoir ingéré une mystérieuse drogue, se retrouve rajeuni au stade d'écolier de 7 ans. Ça te fait rire, Kenya. Il devient donc Conan Edogawa. Au passage, d'ailleurs, clin d'œil à Sir Arthur Conan Doyle pour le Conan de Bien Edogawa. Et puis, double clin d'œil à Edogawa Rampo, l'un des auteurs qui a popularisé le genre policier au Japon dans la littérature, qui lui-même avait pris son nom en clin d'œil à Edgar Allan Poe. Edogawa Rampo, Edgar Allan Poe. Voilà, vous l'avez, c'est bon. Dit vite et à la japonaise, oui. C'est ça, je digresse. Donc, bref, je reviens à Détective Conan. Il doit donc mener une enquête secrète pour retrouver son corps. Du coup, c'est pas cool d'être dans le corps d'un gamin de 7 ans, tu vois, imagine, tu restes 100 tomes dedans. Et donc, mettre l'organisation responsable de son état sous les verrous, et voilà, ça va pas être une mince affaire. Chaque histoire se concentre sur une affaire criminelle que Conan doit résoudre à chaque fois avec des personnages différents, des circonstances particulières
et des mystères avec plusieurs suspects à chaque fois, sans compter donc l'enquête d'envergure fil rouge ou même sa relation avec son ami d'enfance. Et donc le manga de Gosho Aoyama ne rigole pas sur sa relation avec son ami d'enfance. Si. Et le manga de Gosho Aoyama mesure déjà plus de 100 tomes. Oui, j'ai dit mesure, j'ai vraiment choisi le verbe mesurer. Bah oui. Et en parlant de centenaire, il y a une interview qui est très sympa à lire entre deux centenaires, entre Aoyama et Oda. Ah, mais oui, ça doit être rigolo. Ça s'appelle le Monochrome Talk. Ouais. Voilà, vous tapez ça sur internet, Monochrome Talk, Aoyama et Oda, et vous avez un truc très sympa autour de ces deux illustres mangaka. Ah, oui. Ils lui ont fait prendre de la drogue, je me souvenais pas de ça. Mais oui, c'est ça. C'est ça qui fait. Qu'est-ce que t'en penses, lui, toi? Ça doit être un clin d'œil à Arthur Conan Doyle là. Par rapport au violon. Après, non, il prend pas de cours de violon, ça c'est dommage. Alors, mais... il y a une histoire où il y a. Non, mais je ne peux pas parler de voleurs sans parler de Get Bakers un instant, avec une superbe histoire autour d'un violon. Voilà, lisez Get Bakers, rachetez d'occasion Get Bakers. Oui. Ça fait loin. Non, mais en fait, c'est pas là. Détective Conan, bah, j'ai envie de dire, oh, la série qui continue son petit bonhomme de chemin, tu vois. Parce qu'il y a ce truc de. Le brave petit Conan. Ouais, le brave petit Conan. Alors que, bah non, faut pas rire, hein, effectivement, il y a une vraie communauté autour. C'est ce qui fait aussi qu'elle a cette longévité, qu'elle a cette force. Parce que, oui, c'est aussi une espèce de rendez-vous, encore une fois, pour les animateurs de dessins animés. Il y a un long métrage qui sort, qui est, comment dire, chaque année ou tous les 2 ans. Enfin, maintenant, c'est peut-être un peu déréglé avec les histoires de Covid, tout ça. Mais il y avait une régularité des parutions, des grands événements qui réunissaient les communautés de fans ou de gens qui s'intéressaient vaguement à la série et qui faisait que ça avait une force de frappe, quoi. Et genre, Gosho Aoyama, en 1999, c'était le mangaka le plus riche. Enfin, il avait une fortune parce qu'il était... il y avait la série, il y avait les films, il y avait plein d'événements autour de Conan, il y avait des collabs. Enfin, il avait fait de sa série un événement perpétuel. Enfin, c'était assez incroyable. Et moi, je me souviens très bien que quand ça avait commencé au Japon, moi, je m'étais dit, ça va venir en France et tout. Et puis, je me souviens très bien, j'étais à Marseille. Bon, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de magasins spécialisés dans le manga, mais il y en avait un. Et j'avais timidement demandé est-ce que vous avez Conan, et on m'avait dit Conan le fils du futur. Non, ça c'est Miyazaki et c'est pas en manga, mais tu t'es fait bully. Non, mais ouais, je me suis fait bully, j'avais encore de l'acné et tout, bref, mais je veux dire, c'était sûr que ça allait faire un carton. Et je sais pas, mais pour les gens qui ont notre âge, ça a été diffusé à une heure de grande écoute sur une chaîne de télévision hertzienne. Enfin, à l'époque, c'était encore et c'était censé rameuter du monde autour de la série manga. Donc je sais pas comment dire, mais ça fait bizarre de le voir aussi institutionnel. Ouais, voilà. Effectivement, parce que moi, quand je pense à Détective Conan, ce qui est bizarre, c'est que j'ai des souvenirs enfants. Bah oui. C'est que ça existe depuis tellement longtemps, en fait, que oui, je crois que je l'ai connu enfant, Conan. Alors, sans forcément suivre, tu vois, mais c'est vraiment des souvenirs qui me ramènent à la télévision, ouais. Les premiers mangas que j'ai vus, ça fait partie des premiers mangas papier que j'ai vus dans les magasins aussi, tu vois. Et il y a vraiment un truc avec Conan qui est là, parce que moi, j'ai lu une 20aine de tomes de Conan, à peu près. Et franchement, le mec, il est trop bien rodé. Il est trop bien rodé, son truc est nickel, ça marche à la perfection. Je veux dire, tu veux un récit policier pour l'été sans te prendre la tête, mais va sur Conan, fonce. C'est hyper efficace, le dessin il fonctionne. En fait, moi, ma théorie, c'est que le mangaka de détective de Conan, il a juste monté une pyramide de Ponzi. Pour moi, c'est le seul truc pourquoi ça marche, tu vois, sinon je le comprends pas. En fait, quand tu deviens lecteur de Conan, tu dois obliger 3 autres personnes à devenir acheteurs de Conan, et qui elles aussi le feront. Donc il y a l'auteur qui touche plein de pognon, et nous, on n'a rien, mais on attend la fin quand même. Mais c'est vraiment une série que j'apprécie beaucoup. Mais en fait, je le vois différemment. Je vois Conan comme une sorte de synthèse d'un Sherlock et d'un Lupin à la fois, tu vois, mais version manga. Il va synthétiser beaucoup d'enquêteurs de l'histoire de la littérature, tout en étant dans le corps d'un môme de 7 piges, quoi. Mais en fait, rien que ça, c'est quand même improbable. Oui, et puis en fait, c'est ça, il est à la fois
donc Aoyama, il est très porté sur toutes les histoires de détectives et tout ça. Il fait des clins d'œil tout le temps. Tous les personnages ont des noms en référence à des grands auteurs de séries policières ou bien à leurs personnages. Ou des grands auteurs de bouteilles. Aussi, bon, c'est vrai qu'il y a cette dimension-là. Tu vois, il s'est choisi un autre vice que la drogue. Mais moi, à chaque fois, je me disais, mais comment il fait pour trouver à chaque fois des histoires, des nouvelles histoires de meurtres, des nouvelles histoires de trucs, d'astuces qui vont faire qu'on va pas pouvoir résoudre le truc avant de se torturer les méninges, etc. Et c'est cette vitalité-là aussi qui est incroyable. Mais je crois qu'il a formé son cerveau de cette façon, tu sais, une sorte de gymnastique mentale. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'on s'entraîne, c'est un muscle, tu vois. Donc je pense qu'il s'est tellement entraîné que maintenant il ne voit plus que comme ça. Et pas bête. Il pourrait mourir comme ça. Non, mais voilà, on en arrive justement à Magic Kaito, qui est son autre récit, qui lui se rapproche peut-être un peu plus de Arsène Lupin, puisque Magic Kaito, c'est l'autre manga donc de Aoyama qui précède Conan, qui a été créé aussi en parallèle. Globalement, c'est quand Aoyama a 5 minutes, il décide un peu de Magic Kaito, quoi. Ouais, pour se détendre. Ouais, c'est ça. Et donc on plonge dans les aventures de Kaito Kuruba, un lycéen qui a un talent pour la magie, et un jour il apprend que son père, Toichi, était en fait le célèbre cambrioleur Kid l'insaisissable et qu'il a été assassiné. Donc il est déterminé à découvrir la vérité. Kaito décide de prendre la relève de son père en endossant l'identité de Kid, et il devient donc Kid Kaito. Et donc l'inspecteur Nakamori, qui est aussi le père de sa pote d'enfance Aoko, se met à sa poursuite. Mais Magic Kaito ne se limite pas seulement au cambriolage et à la magie, parce qu'il y a tout un tas d'aventures qui ont parfois absolument rien à voir avec tout ça, et ce qui donne l'impression que l'auteur utilise Magic Kaito juste quand il sait pas quoi faire ou quoi mettre, enfin quand il a une bonne idée qu'il n'arrive pas à mettre dans Détective Conan, il la met de côté, il fait ça sera nickel pour Kaito. En fait, il y a seulement 5 tomes, donc du coup c'est difficile en plus de l'analyser, quoi. Ouais, et puis en fait c'est pas du tout comme l'ambiance de Conan, qui est au contraire très froide, très réaliste. C'est vraiment la vie de tous les jours, etc. Et Magic Kaito, il y a un peu plus de légèreté, des fois c'est fantastique, enfin, tu sais pas trop comment expliquer en fait de façon raisonnable, avec la raison, quoi, les dénouements de ces histoires. Mais en tout cas, visuellement, c'est un descendant de Arsène Lupin, pur jus, quoi, enfin version Leblanc évidemment. Et même le monocle. Mais oui, voilà, cap, monocle, le haut de forme, et puis il a ce goût pour la vantardise, le spectacle, l'esbrouf, qui on n'a pas avec Conan, enfin peut-être un petit peu parfois, mais il y a aussi ce truc de la dissimulation qui est imposé à Conan, mais qui est au contraire revendiqué par Magic Kaito. Et on a deux choses qui sont assez intéressantes. Voilà, ça c'est pour l'œuvre de Aoyama, mais en fait des mangas avec des Holmes ou des Lupin-like, il y en a d'autres. On a cherché, mais il y en a d'autres. Il y en a qui sont sortis assez récemment, comme Don't Call It Mystery. Ce manga nous présente une sorte de Sherlock Holmes moderne. Alors, pas d'action, façon Lupin, pour le coup. On est plus sur un truc posé façon Holmes, avec de la réflexion, quelques monologues. On a le personnage principal qui s'appelle Totono, qui observe, qui analyse beaucoup, qui est fan de curry, qui conseille tout le monde avec une franchise déstabilisante. Impertinente, ouais, c'est ça. Mais finalement, il n'est pas tant dans le jugement, voilà, quelles que soient ses conclusions, et c'est un garçon qui est jeune, qui porte un regard assez éclairé sur tous ses contemporains. Et tout au long de l'histoire, voilà, on va résoudre avec lui des tracas du quotidien qui sont aussi des enquêtes et qui sont aussi révélateurs des problèmes de la société japonaise. On navigue entre plusieurs eaux avec Don't Call It Mystery. On est un petit peu plus proche du Sherlock Holmes, je pense, que ce soit au niveau de l'histoire ou même la manière dont le personnage a été créé. Il est dans sa bulle, il est assez original quand même. Ouais. Et il a l'air rêveur, ce qui est toujours une bonne indication pour un enquêteur, tu vois. Alors il n'a pas l'air concentré, mais en même temps il n'est pas enquêteur. Dans le manga, il est pas enquêteur, il donne un coup de main, comme ça arrive souvent dans la police japonaise, américaine, française. Enfin, ils ont souvent besoin de coups de main. Et j'avoue que dans Call It Mystery, moi j'ai adoré. Déjà, j'aime beaucoup l'autrice, donc j'étais content de la revoir en France. Et franchement, parti sur ce petit récit, en fait, j'ai pas vraiment su tout de suite sur quel pied il fallait danser.
Et au bout de la moitié du tome, bon, en fait, quand la première enquête se résout, bah, tu comprends que c'est un manga de petits malins. Oui. C'est un manga où en fait tous les détails sont dans le début de l'histoire, et à toi, une fois que tu as compris le système, à toi de repérer ce qui ne va pas et est-ce que ça va concorder avec la version qui donnera à la fin. Donc moi j'aime beaucoup ce titre. Je me suis fait avoir pour le premier chapitre, mais dès le deuxième chapitre, tu vois, j'étais beaucoup plus concentré sur les scènes d'introduction et tout, parce que lui, son truc, c'est les détails. Bon, comme souvent en même temps, hein, avec les enquêteurs, mais il voit des détails que vraiment personne ne calcule ou auxquels personne ne pense. Et donc, Don't Call It Mystery de Yumi Tamura, il y a déjà 5 tomes publiés en France aux éditions Noévé Graphics. Il y a le tome 5 qui est sorti au mois de mars dernier. Et a priori, le 6e devrait sortir en juin. Il y a toujours des petits retards et des décalages chez Noévé Graphics. Donc, prenez cette date avec des grosses pincettes. Oui, attendez. Quoi. Oui, voilà. Mais déjà, lisez les 5 premiers tomes et vous serez largement satisfait. Don't Call It Mystery. Tu voulais rajouter un truc, Julie, ou pas? Non, en fait, je me faisais une réflexion qu'en fait, il était dans cette... Enfin, il y a quand même un courant de romans littéraires policiers au Japon qui date pas d'hier, quoi. Oui. Et en fait, il fait peut-être plus penser à des personnages tirés de romans de Yokomizo Seishi, par exemple, où, pareil, les personnages débarquent, sont un petit peu... ont l'air déboussolés, inoffensifs. Et puis, en fait, paf, c'est eux qui trouvent le truc. Voilà, il y a quand même une tradition de ce genre de personnage. Mais qui s'inscrit plus dans la littérature, oui, du coup, parce voilà. que c'est vrai que si tu regardes la littérature française policière, Maigret, ce personnage, on l'a pas trop, tu vois, de l'ingénu qui est super intelligent. Ça, c'est un truc qui a plus été développé par les Japonais, c'est intéressant. Ouais, je pense aussi. Et puis en plus, on est à des années-lumière d'un Basara, par exemple. Ah oui, mais là... Non, mais c'est marrant, tu vois, comment elle traverse, tu vois, les genres. Ah ouais, là, je pense qu'elle a dû lâcher tous les mangas, tous les jeux vidéo, tu sais, auxquels elle bossait, là, les trucs de harem manga inversé, genre et puis genre plus de beaux gosses, on en fait un, et puis bon, on lui fait faire Seven des... Seeds. Ah là là, moi, parle pas. Elle va le finir ou pas? Jamais de la vie. Je suis trop triste, j'adorais cette série. Manga suivant, Ron Kamono Hashi, ça vient de sortir. Ron Kamono Hashi, Deranged Detective. C'est l'histoire donc de Ron Kamono Hashi, le détective le plus doué de Blue, qui est une école de détective très réputée. Ce mec est tellement fort qu'il résout les enquêtes en un claquement de doigts grâce à sa logique implacable, un art de déduction incroyable. Mais il a un problème, sa folie est incontrôlable et ça pousse même souvent les coupables au suicide. Aïe. Ce qui est un problème, très clairement. Un peu extrême. Un peu, ouais. Donc du coup, il se fait virer. Mais heureusement, il rencontre Totomaru Ishiki, un enquêteur novice plein d'entrain, et ensemble, ils vont tenter de résoudre des enquêtes les plus mystérieuses et de faire équipe malgré leurs différences. Schéma Sherlock et Watson, non? Ah, complètement. Schéma complètement Sherlock et Watson. Là, on est quand même un petit peu plus sur l'humour. Il y a quand même ce niveau beaucoup plus concentré de gags. Et de la même manière que tu vas avoir une enquête, tu vas avoir un gag qui va avec, et des running gags qui vont se multiplier au fur et à mesure des chapitres. C'est, comme je dis un petit peu, je l'avais déjà dit dans une autre émission, c'est un peu le défaut que je lui trouve pour le moment. C'est que j'ai un peu du mal à prendre au sérieux les enquêtes, vu que tout est toujours dédramatisé par une blague ou autre. Mais en même temps, je fais suffisamment confiance à l'autrice. Elle, je la suis. Honnêtement, je la suis. Je m'en fiche un peu de ce qu'elle me donne. Je prends ce qu'elle me donne. Akira Amano, qui avait fait le manga Reborn. Voilà. Après, oui, elle est... Tu sais, là, à la fin du tome 2, que l'histoire de l'académie dont il s'est fait virer commence à prendre de la place. Et il y a l'air d'avoir beaucoup de farfelus là-dedans qui ont l'air plus ou moins dangereux. Et ça fait... falloir qu'il y retourne. Voilà, il y a des promesses. Après, encore une fois, t'as le pas forcément rêveur, mais lui, il est quand même un peu plus déprimé. Enfin, je pense qu'on peut le dire. Et voilà, il a plus goût à rien. Donc, effectivement, ça rappelle un peu Sherlock Holmes dans ses moments de bad. D'où sa présence aussi dans l'émission Paresse Procrastination. Exactement. Mais du coup, oui, il y a ce... En fait, je me disais, oui, non seulement ils
ils donnent, ils jouent sur les faux semblants, mais en plus, ils avancent dissimulés parce que ils ne peuvent jamais dire que c'est eux qui résolvent les enquêtes. Alors ça dépend, ça dépend du bouquin. Effectivement, dans celui-ci, légalement, il a besoin que ça soit pas lui qui ait découvert le poteau rose, donc t'as tout un truc de mise en scène. Oui, mais Conan, c'est un peu pareil parce que il peut pas, tu vois, crever sa couverture de petit garçon. Mais parce que l'humilité. Oui, bon, ça, on repassera. Non, mais c'est vrai qu'il y a cette notion de couverture. En tout cas, on reste caché. Pas dans Don't Call It Mystery, j'ai pas l'impression. Ouais, mais comme il passe pour un naze, j'allais dire. Enfin, il est un peu pareil, sous le radar, quoi. Oui, c'est pas un enquêteur officiel. Voilà. Ah non, c'est clair. Donc c'est marrant. Et ce qui est marrant aussi, c'est que ça fait au moins trois émissions, dans 3 émissions dont on parle de Ron Takakabano, de Derange Detective. Kamonohashi. Et c'est toujours pas sorti, ça sort que à la fin du mois d'avril. Voilà, on vous tease depuis un moment dessus, mais ça arrive le 26 avril. Ça va être une chouette lecture. En vrai, c'est vraiment une chouette lecture. Voilà, il y a même une sortie de ce manga chez Mangetsu en version collector avec les 2 premiers tomes ensemble. La suite, c'est avec elle de Death Note, parce qu'on peut pas faire. On peut pas parler des Sherlock, des Lupin, des virtuoses du manga sans parler de elle de Death Note. Ça va, tout le monde connaît le Death Note? Ouais. Oui. Attends, rappelle-moi. Tu veux qu'on ok, attends, on tente un résumé exquis. Vous connaissez le pitch exquis? On va le faire ensemble, ça va être collectif, vous allez voir. C'est l'histoire d'un dieu de la mort qui fait tomber un cahier. Qui lui-même aimerait devenir le maître des ninjas. Non. Ah, pardon. Mais non, il aime les pommes. Qui lui-même aime les pommes. Qu'il demande à la personne à qui il a donné son cahier d'inscrire sur ce cahier le nom des personnes qu'il souhaite voir mortes. Ah, ben ouais. Et donc, ça fait beaucoup de gens sur la liste, en fait. Et donc, on se retrouve avec Light, qui est un étudiant parfait, qui a un cahier de la mort avec lequel il peut tuer n'importe qui. Et il va s'en donner à cœur joie, pardon, je pensais pas qu'on enchaînerait, et il va s'en donner à cœur joie. Il va faire le ménage. Il fait le ménage. Donner un peu de pouvoir à quelqu'un d'intelligent, voilà. Voilà, et donc face à lui, il y a elle, un enquêteur hors pair qui a été élevé pour être en... il était... c'est chaud. Voilà, on l'a arrosé régulièrement pour qu'il pousse bien au soleil et qu'il devienne vraiment le Sherlock Holmes de Death Note. Et donc c'est elle. Ça fait pas rêver. Elle. Ouais, qui est le plus Sherlock Holmesque du manga, du shonen manga d'action du Jump, tu vois. Mais quelle arrivée quand même ce perso enfin tu vois, je me souviens à ma lecture de Death Note quand il arrive, parce que je trouvais déjà que le perso de Light était très stylé, Ryu qui était très stylé, et là t'as elle qui arrive. Et moi je me souviens que c'était vraiment le fait qu'il soit pieds nus. C'est ça qui me... Le fait qu'il soit pieds nus et qu'il ait des cernes, ça m'avait... Tu sais, t'as besoin de juste quelques symboles pour comprendre qui est le personnage. T'as même pas besoin qu'il parle, tu sais qu'il va être problématique. Que ce personnage, il va être problématique pour le héros plutôt. Et c'est vraiment... Il a réussi à tout synthétiser, ce côté génie, complètement associable, de l'autre côté aussi. Mais en même temps est pris d'un désir de justice. Et parce que c'est de ça dont il est question dans Death Note, c'est les notions de justice et les conceptions de justice. Et c'est vraiment un personnage antagoniste. En plus c'est un antagoniste, mais il est du bon côté. Donc tu vois, en fait, je trouve que ce perso il est fascinant, quoi. Ouais. Après, moi, je rigolais quand tu parlais de son aspect physique, parce que qu'est-ce qu'on a pu en voir des cosplays elle. Enfin, c'est vraiment le truc qui était assez facile à faire, quoi. Et non, c'était intéressant comment il avait effectivement tout réuni, dans ce personnage qui a toujours réponse à tout et qui pense que l'autre a pensé comme lui il a pensé que tu as pensé, enfin tu vois, le truc des poupées russes qui s'emboîtent les unes dans les autres, et tout ça pour dire que effectivement ça a marqué, parce que Death Note avait aussi marqué quand même une partie de la façon de raconter des histoires policières. Oui, et puis il était hyper ancré dans son temps, parce qu'il y avait ce truc hyper... Enfin, je sais pas, moi, je trouvais ça un peu mystérieux. Limite, elle, je le voyais comme un hacker. Ce qui correspondait à l'époque aussi, tu vois. Ouais. En fait, ce mec derrière son ordi, ça peut être n'importe qui. Exactement comme Light peut l'être aussi. Et évidemment qu'il a pris du Sherlock pour écrire elle. Mais tu vois, en même temps, il en a pas fait un drogué.
Et ça, c'est bien. Ouais, au sucre. Mais Ah oui, putain, mais si, c'est vrai, il a aussi ces manies bizarres. Ouais, mais ça, c'est parce que les mangaka ont souvent besoin de donner une activité un petit peu. Drôle pour compenser. Ouais, peut-être. mais un truc par rapport, un truc accessoire à leur personnage pour pas qu'ils soient toujours les mains dans les poches, pour pas qu'ils soient figés. Ouais, mais Faut lui, que c'est c'est toujours en compréhensible action. au final parce que tu Bien vois, sûr. le sucre, en même temps, il a beaucoup de réactions d'enfant. C'est ça qui fonctionne bien avec elle aussi, c'est que avec elle. Il a vraiment des réactions d'enfant, il a besoin de sucre. Mais c'est un gamin en plus. C'est un gamin et tu vois qu'il faut quand même le materner. Tu peux pas le laisser tout seul non plus faire sa vie parce qu'à chaque fois qu'il fait ça, il fait un peu genre il va voir Light directement et ça construit un aspect d'un homme enfant avec l'intelligence d'un homme, mais quelque part l'apparence d'un enfant, d'un ado aussi. Salut Conan. Donc, lui, il joue au tennis et il joue plutôt bien au tennis. Et c'est toute une construction. En fait, il n'arrive pas à le comparer à Sherlock, alors que tous les points convergent vers Sherlock. J'ai vraiment l'impression qu'il a quand même créé quelque chose. Mais il a pas de Watson. C'est unique, tu vois. C'est un perso unique. Il a pas de Watson et puis il a surtout cette enfance qui est quand même particulière grâce à ce flashback. Tu vois, où on en apprend un tout petit peu plus sur lui, ça nous le replace aussi différemment. Je pense que la clé elle est peut-être là, elle est peut-être dans ce contexte et puis ce contexte un petit peu magique dans lequel on le place aussi parce que les dieux de la mort, c'est pas un truc auquel doit faire face Sherlock non plus, donc ça te met face à quelque chose de différent. Mais est-ce que du coup Light, pour le coup, est-ce qu'il aurait des traits de Arsène Lupin, tu vois? C'est pour en revenir à la dualité des personnages dans une enquête classique, on va dire. Il y a la dissimulation, il y a l'esbrouf, il y a la parfaite confiance en soi. Ouais, mais ça match aussi pour Moriarty. Hein. Ouais, c'est vrai. Mais il est plus Moriarty, effectivement. Oui, je pense qu'il est plus Moriarty. En fait, il y a souvent une différence. C'est une espèce de ligne à ne pas franchir. Par exemple, Sherlock, dans la série TV ou dans les films même de Gary Lee, de base, tu peux te dire qu'il est inhumain. Parce qu'il traite les gens comme des quantités. Et elle, il a cette capacité-là aussi à dire on va sacrifier cela, c'est pas grave, parce que j'ai une autre équipe derrière. Sauf que il n'a pas franchi la ligne comme Light, qui lui sacrifie littéralement des gens. Elle, il est beaucoup plus. Il est terre à terre, mathématique. Et il compte, et Sherlock l'est de ce point de vue-là, il l'est aussi. Voilà, Sherlock n'hésite pas aussi, si besoin, à sacrifier. Bien sûr, mais ça veut pas dire qu'il est inhumain. C'est juste que pour lui, tout a une cote. Et il ne cote pas les humains de la même manière. Et en fait, c'est calculateur, quoi. C'est très calculateur. Ouais. Dans cette émission, on a fait beaucoup de digressions dans plein de sens. Donc, on arrive tout doucement au bout. On voulait juste quand même vous parler rapidement de trois mangas: Bungo Stray Dog, Black Cat, Neuro le Mange Mystère. Alors pourquoi? Est-ce que dans ces mangas, est-ce que ça peut coller ou pas à du Holmes ou du Lupin? Bungo Stray Dogs, c'est l'histoire du jeune Atsushi Nakajima qui vit dans la ville de Yokohama. Il est expulsé de son centre d'accueil, il est affamé là au bord d'une rivière. Et puis dans une tentative désespérée de survie, il va attaquer un passant pour lui piquer de la thune. Mais il se rend compte que l'homme qui essaie de mourir est en train de se noyer. Et en le sauvant, il rencontre donc Osamu Dazai, qui essayait de se suicider. Osamu Dazai, c'est peut-être un nom qui vous parle puisque c'est un célèbre auteur, et donc ce sauvetage marque le début d'une nouvelle vie pour Atsushi, qui est recruté par une agence de détectives armés, un groupe d'enquêteurs totalement excentrique, qui utilise des pouvoirs un peu paranormaux pour résoudre des affaires délicates. L'agence est à la recherche, par exemple, au début, d'un tigre mystérieux, et Atsushi semble avoir un lien étroit avec lui. Bungo Stray Dog, c'est un gros carton au Japon par rapport à la France, mais ça s'explique par rapport au nom des personnages. Bah oui, c'est des auteurs connus ou des personnages très célèbres. Il y a des références à la littérature constante qui... Enfin, moi, personnellement, je vois plutôt ce titre comme une espèce de tentative d'attirer des lecteurs jeunes à de la littérature classique, c'est pas non plus hyper ancien comme littérature, mais c'est intéressant. Et effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a quand même beaucoup d'auteurs japonais qui ont
donc fait leur carrière dans le manga de résolution d'enquête, de romans policiers, et qui sont inspirés des auteurs occidentaux. Donc Sherlock Holmes, évidemment, il devient quand même la figure de proue d'autres enquêteurs. Enfin, je veux dire, Edgar Allan Poe aussi, on l'a cité tout à l'heure, c'est peut-être un peu plus tombé dans les oubliettes parce qu'il n'a pas vraiment de personnages récurrents. C'est-à-dire il a fait quelques histoires où c'était des personnages d'enquêteurs très brillants, comme le double meurtre dans la rue Morgue, merci. Et en fait... C'est des assassinats. Ah oui, c'est ça. Mais bon, tout le monde voit de quoi on parle. C'est quand même... c'est normal qu'il y ait des références ou des choses qui aient infusé à travers ces personnages-là. Et c'est ça qui rend Bungo Stray Dogs aussi intéressant et qui a fait en partie son succès au Japon. On a aussi donc Black Cat, un manga qui suit l'histoire de deux chasseurs de primes. Train, un ancien assassin qui faisait partie de l'organisation secrète des Chrono Numbers, et de son acolyte Sven, un inspecteur de police reconverti. Ils sont rejoints par une voleuse, Rinslet, une jeune fille, Eve, dont le corps est rempli de nanomachines qui lui permettent de se transformer. Ensemble, ils vont faire donc une espèce d'équipe explosive. Les premiers volumes du manga vont suivre ces héros alors qu'ils cherchent une tête mise à prix afin de rembourser leurs dettes. Et malgré tous leurs efforts, ils sont entraînés dans des situations extrêmement dangereuses et utilisent leurs compétences pour s'en sortir. Ils sont aussi confrontés aux apôtres de l'étoile, un groupe de méchants mené par un mégalomane, Creed, qui est également l'ennemi juré de Train. Mais ça, c'était d'avant. Ah oui, voilà, c'est ça. On monte de niveau et le manga met en avant donc des pouvoirs assez fantastiques dans la série, basés sur le concept du Tao, où ils sont capables de manipuler les éléments comme le vent, le feu, la gravité, et même leur propre sang. Tout ça dans le même manga, oui. Tout ça est dans le même manga. Alors, bien que ce soit différent de Sherlock et d'Arsène Lupin, est-ce que ça peut aller dans nos catégories? Est-ce que ça peut aller dans l'un des deux? Alors le début du manga en tout cas peut aller dans cette direction-là, parce que très rapidement on a tôt fait de plus penser au boulot de voleur ou de quoi que ce soit. Après c'est juste on va aller se battre en fait, parce que c'est ce qu'on aime. Mais effectivement le début t'es vraiment sur un truc, il y a autant de l'infiltration que du vol. Tu parlais du personnage secondaire qui est Sven. Sven est clairement un personnage qui débarque d'un récit hard-boiled. Oui. Il a un chapeau, un borsalino, il a un cache-œil. Donc tu as les références au style policier sont déjà là. Et puis à la base c'est censé être un voleur. Il est formé plus ou moins à être un assassin voleur. Souvent les filières se mélangent, quand on trouve un bon c'est ce qu'il faut. Et au début du manga tu as effectivement cette notion ou plus Arsène Lupin, je dirais, que Sherlock Holmes, parce qu'il n'y a pas d'enquête pour le coup. Mais il a son crew, comme le Pince de Sword en fait. Ouais. Parce que c'est les mêmes personnages. T'as Jigen, le mec qui a la pétoire facile, la fille jolie qui se transforme, qui se déguise, qui a tout le temps 1001 personnalités. Puis il y a le sabreur, il y a Goemon dans Lupin the Third. Mais je vais pousser l'analyse entre Lupin the Third, Black Cat, et je vais en mettre un troisième pour faire un petit triangle, le Cowboy Bebop. Ben oui. On a le même quatuor qui marche super bien. Et voilà, je sais pas s'ils sont influencés ou pas, mais voilà, ce quatuor fonctionne. Voilà, tout simplement. Et je sais pas qui a influencé qui, dans quel sens, mais non. Et puis c'est peut-être juste une structure narrative qu'on peut retrouver dans les récits où tu te dis à 4 persos, là t'as une bonne dynamique, personne ne sera laissé de côté. Et franchement, Black Cat c'est un super manga. Moi je me le relis très souvent parce que je trouve que l'auteur est un peu parti en vrille depuis et que c'est le dernier bouquin que j'aime bien de cet auteur. J'ai plus son nom. Non, je le retrouverai pas. J'allais le dire comme ça, mais Kentaro Yabuki. Et c'est vraiment un chouette manga qui avec beaucoup d'action, qui fait un peu penser à Hunter par certains aspects. Il y a vraiment de belles choses à découvrir dedans. Donc moi je dirais oui, gardons-le dans la liste. D'accord, on le garde dans la liste. Et le dernier de cette liste, c'est Neuro, le mange mystère. Dans ce manga, on va suivre les aventures d'un être surnaturel nommé Neuro, qui a quitté son monde pour venir sur Terre en quête de nouveaux mystères à résoudre et à manger. Et il fait la rencontre de Yako Katsuragi, une lycéenne un peu excentrique, qui l'utilise pour satisfaire sa faim insatiable en résolvant donc des
énigmes. Ensemble, ils vont faire un duo de détectives assez hors du commun en utilisant des outils un peu sombres, un peu bizarres pour résoudre des affaires très complexes. Les énigmes résolues par ce duo totalement improbable sont surnaturelles, mystérieuses, créatives, imaginatives, ça fait beaucoup d'adjectifs. Tout au long de l'histoire, Nero doit affronter donc des puissants ennemis qui cherchent à l'arrêter dans sa quête de mystère et de fin. Mais voilà, grâce à son intelligence, sa ruse, sa force, il parvient toujours à triompher. Une série qui est totalement à part dans le manga Nero le mange mystère, qui est ni Sherlock ni Lupin, qui est Nero. Enfin, c'est l'impression que j'en ai. C'est juste Nero. C'est un peu entre les deux, mais pas trop. Ça vogue, ça emprunte à différents types de récits policiers. Moi, c'est vraiment mon petit chouchou. Hein. J'adore Nero le mange mystère. Je disais dans une émission précédente qu'on retrouvait beaucoup de Nero dans Deranged Detective parce que c'est la même dynamique, sauf que là tu rajoutes une dimension fantastique dans le sens où Nero est un démon et du coup c'est un démon qui se nourrit de mystère, mais t'as vraiment cette dynamique avec sa coéquipière, sa Watson on va dire, qui est censée elle résoudre tous les mystères et puis il la torture tout le temps. En fait il y a une notion d'humour que je trouve pas dans les autres et c'est de l'humour hyper absurde. Et du coup, t'as un côté excentrique que je peux retrouver chez Sherlock, pour le coup, du côté de Nero, vu que Nero est un démon, donc il connaît pas vraiment les us et coutumes de la Terre. Il connaît la plupart, mais il les connaît pas toutes. Il sait pas qu'il faut pas fouetter les gens, par exemple, vu que lui, il vient plus ou moins des enfers, tu vois. Ça lui c'est dire bonjour. Ce qui me fascine dans ce manga, c'est d'avoir réussi à créer cette espèce de normalité. Genre, dans l'univers de Nero, souvent le chapitre s'ouvre, sa coéquipière est en train de se faire torturer par lui qui lui verse de l'essence sur la gueule avec une allumette à la main, et ça c'est un début de chapitre. C'est juste au fait on s'amuse bien. On était en pleine activité. Ah bon, on a une enquête, ok, alors on y va. Et j'adore cette normalité qu'il a réussi à imposer, alors que c'est très bizarre, l'ambiance est très bizarre. Massey, il a souvent des trucs sombres. Et on en a déjà parlé dans ces récits. Il aime beaucoup faire passer cette idée de folie chez ses personnages et que c'est des humains qui se transforment quasiment en monstres. Dans Nero, c'est le bouquin où il peut le plus mettre en image ces monstres, vu que là, souvent, c'est un monstre et que le mystère revêt souvent la forme d'un monstre. C'est une série qui est à part, comme tu dis, Max. Il faut la lire. Je pense que c'est vraiment important de lire en termes d'univers dérangé, drôle. Et puis c'est cool. On comprend, on arrive à poser les contours de ce que Matsui a en tête quand il fait As-Class et quand il continue ensuite à faire Elusive Samurai qui est pas dans les canons en fait. Ah bah non, mais il l'est jamais. Hein. Non, il est à part. De par son style de dessin déjà, de par l'ambiance qui s'autorise à mettre, de par les thématiques qui s'autorise à utiliser. Tu parles d'Assassination Classroom, on parle quand même d'une classe d'assassins, tu vois, d'une classe de scolaires assassins. D'un manga interdit aux États-Unis dans certains Très États. récemment, ouais. Oui. Bah, c'est pour dire. Il a une patte, il a une ambiance. Tu sens qu'il est fan de plein de trucs. Parce que si tu prends les samouraïs, tu te dis il est fan d'histoire. Mais tu prends Nero, tu te dis ok, il est fan de films d'horreur du coup aussi. Et tu prends Assassination Classroom, alors là je sais pas. Là je sais pas de quoi t'es fan, j'en ai aucune idée. En fait, il est fan de ses personnages, ce qu'il écrit, et il trouve des endroits, des lieux, des places dans l'histoire, dans un univers, pour pouvoir les faire se débattre, et ça marche. Je suis vraiment content qu'un auteur comme ça existe, tu vois, dans le marché du manga qui est quand même une industrie qui est cloisonnée. Tu sais comment faire normalement pour qu'un manga marche un minimum. Je suis hyper content qu'un auteur aussi original, alors attention, je vais peut-être peser mes mots, c'est pas non plus c'est pas le génie du siècle, tu vois, mais il a une proposition qui est différente et en plus elle marche. Elle marche au niveau du grand public, cette proposition, et moi je trouve que c'est hyper important justement de parler de ces auteurs qui font autre chose. Souvent les lecteurs de manga, j'ai l'impression qu'ils aiment bien avoir autre chose, mais ils y vont pas forcément quand il y a l'autre chose, alors que là il faut y aller parce que c'est du très bon quand même. Jusqu'à ce que tout le monde leur dise que c'est important et qu'il faut y aller. C'est ça. Voilà. Évidemment. Bon, on a fini cette émission. En tout cas, on a parlé de tous les mangas dont on souhaiterait parler, sauf
allez, un ou deux petits bonus. Ah bah oui. Un ou deux petits. Moi, je mets Inspecteur Gadget. Ah là là. Non, c'est pas du tout du manga, mais je gros voulais bonus pour commencer. Bon, ok, j'ai mis arabesque. Vous m'excuserez. Non, mais voilà, je voulais pas qu'on parle d'enquêteur sans parler d'Inspecteur Gadget. Alors que c'est le plus pourri des inspecteurs. Ah bah c'est Sophie et Fino surtout. Vas-y, file-lui une claque, la Gogo Gadget au bras. Non, mais mine de rien, c'est encore ce système avec la Gadget qui est nul, mais qui a quand même tous les mérites au final de l'enquête. Et Sophie, elle se fait pas torturer malheureusement. Julie, t'as un bonus ou pas? Si tu veux des tortures, moi j'en ai un qui est pas mal. Moi je pensais à Black Butler. Parce que finalement, au fur et à mesure de notre émission, il y a quand même cette image de l'enquête fantastique, de l'enquêteur fantastique qui soit utilise une puissance occulte ou un démon qui est à ses côtés pour l'aider à résoudre ses affaires, qui revient assez fréquemment. Et je pense que Black Butler, alors outre l'habillage gothique Lolita froufrou, qui du coup a beaucoup participé qui est très victorien au final, à créer sa base de fans, mais c'est aussi une histoire d'enquêteur, puisque donc Ciel Phantom Hive, enfin en tout cas la famille Phantom Hive, je n'arriverai jamais à le prononcer correctement, mais a été mandatée par la reine d'Angleterre pour résoudre des affaires sombres, des affaires de l'ombre, de trafic, de l'occulte, etc. Ils disent même le chien de chasse de la reine. Voilà, le limier de la reine, le chien de chasse de la reine. Et en fait, oui, il y a tout ce mélange, donc les froufrous victoriens, le côté démoniaque, donc parfait. Et en plus, les histoires qui sont souvent très bien menées. C'est des histoires qui ont du sens, Enfin, moi, j'ai toujours beaucoup aimé Black Butler. Et là, quand on m'a dit, il y a tome 32 qui sort, moi, enfin. Quoi Enfin, oui, c'est vrai. Voilà. C'était celui que je voulais rajouter. C'est un super manga dont on parle pas assez souvent. Mais j'espère que quand la série sera finie, on en parlera parce que c'est un manga qui souffre de son image. Je pense vraiment qu'il souffre de son image un peu gothique Lolita. Voilà. Sortez de vos froufrous. Mais il est hyper violent le manga, il est dégueulasse ce qui se passe dedans. Enfin franchement, j'étais étonné du niveau de violence de Black Butler. C'est assez gore et en fait non, moi je trouve aussi qu'il a sa propre mythologie en fait. Et il est hyper bien structuré, enfin c'est un régal en fait pour lire. C'est l'avantage aussi des mangas mensuels avec Oui. Elle fait pas n'importe quoi. Ils ont un peu plus de temps pour gérer Madame leur scénar Toboso. aussi. C'est ça. Et puis il y a évidemment le vrai Sherlock Holmes de l'histoire du manga qu'on connaît en France sous le nom de Quentin Chapuis ou de Toshio Utsumi. Tu vois, finalement, quand on réfléchit vraiment à l'enquêteur hors pair, c'est ce personnage de Cat's Eyes qui est vraiment devant tous les autres. Quoi. Il est entouré de pères. C'est ça. Pardon. Je voulais la faire, excusez-moi. Mais il est en couple avec une voleuse qu'il n'a jamais et il n'a jamais compris que c'était elle. Jamais fait le rapprochement. Si, plus tard il fait le rapprochement. Oui, mais bon, il faut du temps. Une nouvelle série commandée par TF1 d'ailleurs. Série live. On a hâte de voir ça. Grosse série live commandée par TF1. Grosse série live. Très hâte. Grosse ambiance. On va revoir les tenues d'aérobic revenir sur le devant de la scène. C'est ça. Mon Dieu. Et puis j'ai envie de finir cette émission en parlant de Toshiaki Iwashiro, l'auteur de Psyren, qui a lui aussi. Ah bah tiens, je pensais pas qu'il allait revenir aujourd'hui. Vas-y Maxime, raconte-nous, c'est quoi qu'est-ce qu'il fait là? Mais tu l'as lu, Cagnard, avec Shikigami. Ouais. Kagami Gami, le personnage féminin est une enquêtrice. Ah ok, d'accord, oui. Alors j'ai un frère aussi qui est enquêteur. Est-ce qu'il peut venir dans cette émission? Moi j'ai un médecin, alors il a pas fait la guerre, mais il ressemble un peu à Watson de loin. Okay, et donc, vous l'aurez compris, lisez Psyren de toute façon, que ça soit justifié ou pas justifié. Et Shikigami surtout. Et Shikigami, ouais. C'est très bien Shikigami. Ouais, exactement. On a réussi à le placer, yay! On a toujours réussi à placer ça comme il faut. Donc la semaine prochaine, ce qu'on fait, c'est que on va vous monter une interview de Monsieur Morita, l'auteur de Arsène Lupin. J'ai du travail. Voilà, on a passé 45 minutes à boire. On a bu de l'eau. Oui. On a bu de l'eau. Ah ouais, ouais. C'était tôt le matin. Saint-Germain. Alors c'était très tôt le matin, effectivement.
effectivement. Oui, mais bon. Il est arrivé, voilà, il est sorti du taxi, il est venu nous parler. On a passé 45 minutes dans un café parisien avec lui. Vous avez même pas sorti une goudale. Petite Non. goudale, genre do you know goudale, you can drink it tempéré. Do you know Etretat? Il a dit yes, I like Etretat. I come from Etretat. Il y a pas longtemps. Oui, la Normandie, évidemment, évidemment. pour Arsène Do you Lupin. know Stone Chanel? Non. L'aiguille creuse, ça se passe en Normandie d'ailleurs. Ouais. Complètement. Exactement. Puis c'est à Etretat qui a l'association des fans de d'Arsène Lupin, Lupin. etc. Les lupinistes. Exact. Non mais voilà, c'est super intéressant. On vous propose ça la semaine prochaine, puis on fera un petit débrief à la fin pour vous tout vous raconter, puis détailler. Est-ce qu'en fait il a lancé des super sujets de débat? Ah oui, non, c'était super. Non mais vraiment, vous allez voir ça la semaine prochaine. Il a lancé des sujets de débat qui étaient assez improbables. On vous remercie de nous avoir écoutés et n'hésitez pas à faire le petit like, le petit relais qu'il faut sur vos réseaux sociaux. De la promesse de Cagnard. Souvenez-vous de la promesse de Cagnard. Et on vous dit donc à la semaine prochaine. Merci de nous avoir écoutés. Merci beaucoup. Ciao. Salut. Merci.